Halloween, les citrouilles, les bonbons qui défoncent chaque année un peu plus tes dents d'adulte, les déguisements de la foire fouille que tu remettras jamais, les cocktails à base de bonbons qui repeindront ton parquet, les feuilles mortes, la pluie, le ciel gris. Ah oui, et les films d'horreur bien sûr. Halloween, c'est le seul jour de l'année où j'ai une bonne excuse pour regarder mes films d'horreur préférés. Pas que je le fasse pas le reste du temps, hein, mais au moins là j'ai une excuse socialement acceptable. Puis je peux torturer mes potes aussi. Et parmi la liste si longue de films que je remate tous les 31 octobre, il y en a un qui reste présent chaque année. Candyman. Candyman, c'est un de ces films que j'ai adoré dès notre première rencontre, un froid soir d'automne devant une tasse de chocolat chaud entouré de bonbons que je devrais définitivement pas engouffrer à mon âge, et vers lequel je suis retourné un nombre de fois beaucoup trop élevé, sans vraiment chercher à comprendre pourquoi il fonctionnait aussi bien sur moi. Avec le nombre de films d'horreur qui existent, pourquoi est-ce que je retourne toujours vers celui-là? Qu'est-ce qui fait qu'un film sur un croque-mitaine qu'on pourrait croire tout à fait lambda, sorti il y a presque 30 ans et au rythme très lent vu les slashers de l'époque, me plaît autant? Helen Lyle, une étudiante à l'université de Chicago, souhaite écrire une thèse sur les légendes urbaines locales. Elle va enquêter sur la légende du Candyman, très connu à Chicago et plus particulièrement dans le quartier de Cabrini Green, quartier très violent dans lequel les habitants clament haut et fort que ces mêmes violences sont perpétrées par le Candyman, un homme à la main droite remplacé par un crochet qui apparaîtrait si vous prononcez son nom 5 fois face à un miroir. Helen et sa meilleure amie Bernadette tentent l'expérience, mais seule Helen va aller jusqu'au bout. Lors d'une visite dans le quartier de Cabrini Green, à l'endroit même où une femme et son enfant ont été soi-disant tués par Candyman, Helen retrouve des graffitis sur cette légende, et rencontre notamment Anne-Marie McCoy, mère d'un nourrisson, qui va leur décrire la terreur que vivent les habitants de ce quartier chaque jour, entre règlement de compte, drogue et surtout un soutien totalement inexistant de la part de la police, qui ignore les appels provenant du quartier. Lors d'un dîner mondain avec des intellectuels pompeux, Helen se fait rabaisser par un expert en folklore local qui va lui révéler l'histoire de l'homme que l'on appelle Candyman. Helen retourne à Cabrini Green seule et tombe sur Jake, un jeune garçon qui vit là. Il l'amènera vers l'endroit d'une autre agression apparemment commise par le Candyman. Helen se retrouve face à une bande locale qui l'agresse pour lui donner une leçon. Elle s'en sort et l'homme qui se faisait passer pour le Candyman est arrêté. Elle arrive avec cette histoire à convaincre Jake et avec lui une bonne partie de la communauté que le fameux Candyman n'est pas réel. Et c'est à ce moment-là, dans un parking désert, que Candyman va rendre visite à Helen. Parce qu'elle a poussé la communauté à ne plus croire en lui, il va lui montrer qu'il existe bel et bien. Helen tombe dans les vapes et se réveille dans l'appartement de Anne-Marie, couverte de sang. Le chien a été décapité et le nouveau-né a disparu. Helen est arrêtée alors que Anne-Marie tente de l'attaquer pour ce qu'elle a fait. Relâchée avant le procès, elle se retrouve chez elle alors que Trevor, son mari, doit aller travailler. Candyman lui rend alors une seconde visite, mais ils sont interrompus par Bernadette qui va malheureusement devenir la nouvelle victime du Candyman. Helen est à nouveau arrêtée et mise en institut, cette fois-ci pour le meurtre de Bernadette. Au bout d'un mois de sédation intense, elle va être emmenée face à un docteur et pour lui prouver la réalité du Candyman, elle va appeler ce dernier dans un miroir. Contre toute attente, il vient et tue violemment le docteur, ce qui permet à Helen de s'échapper. Elle retourne dans son appartement pour retrouver son mari avec une de ses élèves. Désespérée, elle se rend une dernière fois à Cabrini Green dans l'espoir de retrouver l'enfant toujours disparu. Elle y retrouve cependant Candyman, endormi, et tente de le tuer. Bien sûr, ça ne marche pas et Candyman la convainc de le suivre dans la mort pour qu'ils deviennent tous deux des légendes éternelles. Elle se réveille dans le même endroit seule et comprend avec les fresques qu'elle découvre qu'elle ressemble trait pour trait à la femme que Candyman aimait. Elle entend les cris du bébé dans une pile de détritus et s'empresse d'aller le sauver. Jake voit une forme affublée d'un crochet y entrer et appelle toute la communauté de Cabrini Green pour qu'il se débarrasse une bonne fois pour toutes du Candyman. Helen retrouve l'enfant mais Candyman la piège dans le feu. Elle arrive à se dégager pour sauver le bébé mais meurt brûlée. À son enterrement, toute la communauté de Cabrini Green se réunit et Jake lance le crochet du Candyman mort dans le feu sur le cercueil de Helen. Dans la dernière scène du film, Trevor regrette amèrement la perte de sa femme et va se lamenter devant son miroir en murmurant le prénom de Helen. 5 fois. Sorti en 1992 et réalisé par Bernard Rose, Candyman est l'adaptation d'une nouvelle de Clive Barker. On retrouve notre cher écrivain horrifique britannique, Chic. The Forbidden est donc la nouvelle qui a inspiré le film. Écrite en 1985 par notre maître de l'horreur et inclus dans le 5e volume des Livres de sang, la nouvelle elle-même est inspirée par un court-métrage que Barker a réalisé en 1978 du même nom et dans lequel a joué un certain Doug Bradley qu'on connaît bien. La nouvelle d'origine se passe à Liverpool, lieu de naissance de Barker, mais l'action va être déplacée à Chicago dans le film, plus précisément dans le quartier de Cabrini Green qui existe réellement et qui est bel et bien réputé pour sa violence et sa pauvreté. Quant à Candyman lui-même, il est décrit dans la nouvelle comme un être à la peau jaunâtre maladive, aux lèvres bleues et aux yeux et aux joues rouges, on est donc assez loin de l'image du Candyman des films.
Hélène est interprétée par la magnifique Virginia Madsen, oui je l'adore oui, que vous avez pu voir dans Dune, Highlander le retour ou même Star Trek Voyager. Oui non vous l'avez sûrement pas vu celui-là, mais moi si je peux placer Star Trek, hein, vous savez. Mais pour moi, son rôle dans Candyman reste le meilleur. La meilleure amie d'Hélène, Bernadette, est jouée par Cassie Lemons, qui jouait aussi la meilleure amie dans Le Silence des Agneaux. Celui-là, on va en parler un de ces quatre, hein, c'est promis. Son mari Trevor est interprété par Xander Berkeley, que j'appellerai Bruce Willis AliExpress à partir de maintenant, et bien sûr, le monstre, le croque-mitaine, le Candyman lui-même, est joué par le grand, littéralement il fait quasiment 2 mètres, Tony Todd, qui crèvera totalement l'écran malgré le peu de temps à l'image du Candyman. Oh, et on retrouve aussi notre ami Bob Keane aux effets spéciaux, tiens. Je voulais juste le dire comme ça, en passant. À sa sortie, le film a été plutôt bien accueilli, rien de bien exceptionnel, mais les critiques comme le public l'ont apprécié. Bien que quelques critiques aient interprété la présence d'un croque-mitaine noir à l'écran comme un message raciste. Ce que je comprends un peu, mais c'est totalement inversé le message du film, qui est justement axé sur l'intégration difficile des minorités aux États-Unis. Mais bon, je m'avance un peu là. Le film a eu un budget de 6 millions de dollars et a récupéré plus de 25 millions autour du monde, donc on peut dire que c'est une belle petite réussite pour Bernard Rose et Clive Barker. Surtout que le film se targue d'une réputation de classique de l'horreur maintenant que le temps a fait son œuvre. Tony Todd, le grand, le magnifique, a joué notamment dans Platoon, La Nuit des Morts Vivants, Star Trek, Deep Space Nine et Voyager, je vous ai dit que je le caserais quoi qu'il arrive, quelques destinations finales, beaucoup de séries dont vous avez forcément entendu parler, le monsieur a un CV plutôt fourni, mais son rôle le plus connu et celui qu'il dit apprécier le plus lui-même, reste le fameux Candyman. Et mon dieu que j'ai envie de remercier les directeurs de casting pour ce choix parce qu'il est parfait dans ce rôle. Sa présence, sa taille, sa voix, mon dieu de bordel, sa voix! They will say that I have shed innocent blood. What's blood for, if not for shedding? La scène dans laquelle il apparaît pour la première fois est toujours la première scène à laquelle je pense quand on me dit Candyman. Ok bon, ça arrive pas souvent, mais c'est dire à quel point elle m'a marqué. En plus de ça, petit fait divers marrant sur les films, Tony Todd avait réussi à obtenir des producteurs que chaque piqûre d'abeille qu'il recevrait sur le tournage leur vaudrait 1000 $. Il a été piqué 23 fois sur les 3 films. Chapeau bas, monsieur Todd. Parce que oui, toutes les scènes qui nous montrent le Candyman recouvert d'abeilles ne sont pas du tout truquées. Le seul petit élément qu'ils ont donné à Todd était un morceau de plastique à placer dans sa gorge pour qu'il évite d'avaler les abeilles. Sacré courage quand même, hein. Bon, rassurez-vous, les abeilles furent élevées exprès pour le film, il fallait qu'elles aient 12 heures pour qu'elles ressemblent à des abeilles adultes, sans pour autant avoir une piqûre aussi dangereuse. Et elles furent traitées avec le plus grand respect et la plus grande délicatesse par Norman Gary, un dompteur d'abeilles assez connu dans le monde du cinéma, puisqu'il avait déjà géré ses bébêtes pour The Deadly Bees en 66, My Girl en 91 ou même Fried Green Tomatoes la même année. Mais je m'égare, voyons, reconcentrons-nous sur Candyman. Le Candyman est un croque-mitaine, une légende urbaine qui se transmet à l'oral de génération en génération, exactement comme la Dame Blanche ou Bloody Mary. Dans la nouvelle d'origine, son lieu de naissance, son passé et son histoire ne sont pas dévoilés. On n'avait même pas à prononcer son nom devant un miroir pour l'appeler, pour tout vous dire. Il suffisait de douter de son existence pour qu'il vienne vous rendre visite. Et on l'appelait Candyman car il sentait la barbe à papa. Voilà. Le crochet et les abeilles qui le caractérisent dans le film étaient eux déjà présents. La première fois qu'on assiste à l'un de ces meurtres, au tout début du film, il ressemble presque à une parodie de slasher des années 80. Une babysitteuse, religieuse et vierge, craque pour un bad boy alors qu'elle a un copain. Pour s'amuser, ils invoquent Candyman, mais seule la fille va jusqu'au bout et se fait tuer. Tout ça ridiculise presque sa légende, ce qui est très futé comme première approche. C'est ce que voit Hélène lorsqu'elle entend ces histoires, elle n'y croit pas un seul instant, elle les trouve même carrément ridicules. La petite scène que l'on voit, en plus de faire croire aux spectateurs qu'ils vont assister à un slasher classique, nous montre qu'Hélène est très détachée de ces petites interviews qu'elle mène pour sa thèse. Elle en entend à nouveau parler par des femmes de ménage qui connaissent la voisine d'une des victimes du Candyman. Là, elle les prend déjà un peu plus au sérieux, puisque même si c'est une histoire rapportée, le lien est plus direct que juste « c'est l'histoire d'une babysitteuse d'une petite ville de l'Illinois ». Disons que ça fait moins histoire du coin du feu et plus potin de quartier. Bon, Hélène ne croira pas au Candyman jusqu'à ce qu'elle le rencontre, hein, mais ces deux premières interprétations nous en disent long sur Hélène et ce qu'elle est prête à croire ou pas. La backstory tricotée pour les films, c'est que Candyman, de son vrai nom Daniel Robitaille, qui décidément en français a vachement moins la classe, est l'enfant d'un ancien esclave qui a réussi à monter dans l'échelle sociale grâce à la création d'une machine permettant la production en masse de chaussures à la fin de la guerre civile états-unienne. Daniel a donc grandi en étant relativement bien accepté dans la haute société. Il est devenu un peintre assez reconnu pour ses portraits et fut engagé par un riche propriétaire blanc pour qu'il peigne sa fille Caroline. Les deux tombèrent amoureux et ils finirent par concevoir un enfant. Vous vous en doutez, le papounet était loin d'apprécier tout ça et il paya un groupe de petites frappes pour qu'il traque Daniel.
Sa main droite, celle avec laquelle il peignait, fut coupée avec une scie rouillée, puis il fut recouvert entièrement nu de miel pour être tué lentement et douloureusement par un essaim d'abeilles. Son corps fut alors mis au bûcher, en plus de tout ça, oui, parce que visiblement ça suffisait pas, et ses cendres furent lâchées sur le terrain qui abrite aujourd'hui Cabrini Green. Donc Candyman est loin d'avoir une histoire des plus jouasses, même s'il est l'antagoniste, l'esprit vengeur qui vous poursuivra si vous doutez de son existence, son histoire est tragique, ce qui nous permet non pas de l'apprécier, mais au moins de comprendre comment cet homme en particulier est devenu un mythe, une légende urbaine qui perdurera tant que son histoire sera racontée. L'interprétation de Todd et la mise en scène qui l'entoure lui donnent une aura très romantique. Romantique à la Edgar Allan Poe, pas à la Titanic. L'emprise qu'il a sur Hélène me rappelle celle qu'a Dracula sur ses victimes, une espèce d'hypnose sensuelle. Sa voix est volontairement redoublée en post-production, ce qui donne cet effet qu'elle ne vient absolument pas de l'endroit où il est. Elle entoure Hélène, vient de partout et nulle part à la fois. Quant à l'effet qu'on voit sur Hélène, Virginia Madsen assure avoir été hypnotisée pour certaines scènes. Bon, ça n'a jamais été officiellement dit, mais en tout cas, c'est bel et bien l'effet recherché dans son jeu. Et pour la plupart de ces scènes, Bernard Rose a choisi un éclairage centré sur les yeux de Madsen. Ce qui, pour le coup, me fait penser à Morticia Adams. Mais je sais que c'est une référence à Dracula, encore une fois, vous en faites pas. Mais Morticia, quand même. Virginia Madsen joue donc Hélène Lyle, je vous ai déjà fait son CV, parlons donc de son personnage. Hélène Lyle est volontairement placée le cul entre deux chaises pour ce qui est de son rang social. Elle est bel et bien dans un milieu aisé, mais elle est rabaissée, voire carrément moquée par les hommes du même milieu qu'elle. Au début du film, elle a ce côté légèrement condescendant. Elle débarque dans un quartier extrêmement pauvre et violent pour écrire une thèse, justement pour donner une leçon aux hommes qui l'ont rabaissée plus tôt. Mais du coup, elle fait totalement fi des avertissements que tout le monde lui donne, et même des reproches que lui fait le personnage de Anne-Marie McCoy quant à ses intentions. Mais elle fait tout de même preuve d'empathie, attention, je dis absolument pas qu'elle est affreusement aveugle face à tout ça, mais elle a clairement l'impression que rien ne peut lui arriver, alors que tout le monde lui dit le contraire. Jusqu'au moment où elle se fait agresser. À partir de ce moment-là, elle se rend compte de la réelle violence de Cabrini Green, du fait que les habitants n'ont aucun moyen de se défendre. Yeah, but you know what bugs me about the whole thing? Two people get brutally murdered and the cops do nothing. Whereas a white woman goes in there and gets attacked and they lock the place down. Yeah, I know. Et elle perd ce léger côté condescendant dont je parlais. Elle permet à la communauté de Cabrini Green de se débarrasser de l'homme qui se faisait appeler Candyman, et ce faisant, elle met en colère le réel Candyman, qui a besoin que les gens croient en lui pour exister. C'est un peu une fée en fait. Pardon. Donc pour Candyman, il est important qu'Hélène elle-même croie en lui, mais aussi qu'elle nourrisse sa légende. Be my victim. Elle pourrait n'être que sa victime, mais Hélène est spéciale. Il est suggéré dans le premier film qu'elle pourrait être la réincarnation du premier amour de Candyman, Caroline. Donc plutôt que de faire d'Hélène une énième victime qui lui permettrait de survivre, Candyman veut en faire une légende qui survivrait pour toujours avec lui. Et pour cela, elle doit mourir. Et elle doit mourir de manière spectaculaire. Il faut que les gens connaissent et racontent son histoire. D'où le fait que Candyman s'amuse avec elle pour la deuxième moitié du film, la mettant dans des situations où personne ne peut la croire innocente. Pas même elle. Son personnage suit un schéma de descente dans la folie tout à fait vraisemblable. La première fois qu'elle se réveille sur une scène de crime, elle maintient qu'elle est innocente et les gens autour d'elle sont prêts à la croire. Mais au deuxième crime, bien plus violent et commis dans son propre appartement, le meurtre de sa meilleure amie, là, les gens qui l'entourent commencent à douter. Mais elle tente de rester convaincue de son innocence. Quand elle est internée et qu'elle clame qu'un croque-mitaine se cache sous son lit, là c'est la goutte d'eau qui fait déborder Mamie du bain, personne ne la croit plus. Et c'est seulement lorsqu'elle voit en vidéo que ce qu'elle a vu n'était pas réel, qu'elle doute finalement de son innocence et de son état mental. Elle appelle Candyman en dernier recours pour convaincre son médecin, mais aussi elle-même, qu'elle n'a pas tout inventé, qu'elle n'a pas pu commettre de tels crimes. Il apparaît pas. Elle se rend compte de ce que cela implique. De ce qu'elle a sûrement fait sans s'en rendre compte. Et là, Candyman est réel. Elle est innocente. Mais plus personne n'est de son côté, pas même son mari, qui en vrai n'a jamais été réellement de son côté, depuis le début du film, c'est suggéré qu'il la trompe avec une de ses élèves. Et depuis qu'elle a été internée, ce qui, je le rappelle, ne fait qu'un mois, c'est pas méga long, il a déjà récupéré l'appartement qui appartient à Hélène et a refait la déco. En rose sale, super moche en plus quoi. Donc Hélène n'a plus personne, son mari l'a abandonnée, sa meilleure amie est morte, tout le monde pense qu'elle est une meurtrière psychopathe, les gens de Cabrini Green la détestent, il ne lui reste finalement plus que Candyman.
Donc en fait, en 3 actes de film, on a 3 actes de personnages. Au premier acte, on a une Hélène pleine d'ambition et d'une certaine naïveté légèrement condescendante. Au deuxième acte, on retrouve une Hélène qui tombe dans la folie et qui perd petit à petit toute once d'espoir. Et pour finir, au troisième acte, on voit une Hélène qui n'a plus qu'une seule chose en tête, un but ultime qu'elle est prête à atteindre quel qu'en soit le prix. Sauver le bébé d'Anne-Marie McCoy, la dernière victime du Candyman, un innocent. Elle sait que pour elle, tout est perdu. Tout ce dernier acte nous la montre déterminée comme jamais. Certes, pour ce qui est de l'histoire, le dernier acte est un peu rapide, on pourrait même dire qu'il est bâclé, avec l'apparition d'un feu de joie au milieu de nulle part, par exemple. Feu de joie qui d'ailleurs était tout à fait logique dans la nouvelle d'origine puisqu'il s'agissait de la fête de Guy Fawkes, célébrée spécifiquement par un feu de joie, mais pour ce qui est du développement du personnage, cette conclusion me paraît assez logique finalement. Sauf pour la toute fin. Le fait qu'Hélène devienne elle-même une légende urbaine est une idée super cool, hein, mais la vengeance de fin me fait l'effet... Comment dire... Eh ben, on dirait une scène post-crédit à la Marvel en fait. Une scène rajoutée après coup juste pour satisfaire le spectateur sur un point laissé en suspens. Alors oui, c'est satisfaisant de voir le mari regretter son choix pourri là et s'en prendre plein la gueule, mais vu le ton plutôt subtil du reste du film, ça fait vraiment slasher pour le coup. Pour ceux qui connaissent Philip Glass, je suppose que vous savez déjà que sa présence au générique est une merveilleuse nouvelle. Et pour ceux qui connaissent pas, Philip Glass est un compositeur majeur du XXe siècle. Né en 1937 à Baltimore, il est le compositeur d'opéra, de symphonies, de compositions pour son propre ensemble, qu'il a monté à New York et appelé très sobrement Philip Glass Ensemble, et bien sûr une multitude de compositions avec ou pour des artistes variés comme David Bowie, Twyla Tharp, Woody Allen et celui qui nous intéresse aujourd'hui, Bernard Rose. Rose demanda en 1990 à Glass de composer la musique d'un projet de film, Candyman, une histoire de mythe et d'horreur psychologique, loin des slashers gore de l'époque. Glass composa la musique du film, le fameux thème qui est devenu si culte, pour cette version artistique qu'avait Rose. Mais malheureusement, selon Philip Glass, je précise que je n'ai pas trouvé d'interview de Bernard Rose qui validait ça, les producteurs et même Clive Barker lui-même n'étaient pas vraiment satisfaits du travail de Bernard Rose, qui selon eux n'était pas assez gore et horrifique, et ils ont modifié la version de Rose. Vous le savez peut-être déjà, mais aux États-Unis, ce sont les producteurs qui détiennent le final cut d'un film la plupart du temps. En résumé, c'est eux qui décident du montage final et donc de ce à quoi va ressembler le film. Et Glass avait travaillé sur la musique très tôt dans la production, je suppose qu'il a dû travailler avec une version du scénario qui a pu changer. Donc cette info me paraît être tout à fait vraisemblable, mais qui sait? Je vous jure, j'ai cherché. Si quelqu'un est tombé sur une interview ou un article qui en parle, laissez-le en commentaire. Mais dans tous les cas, ils ont conservé la musique de Glass qui, de notoriété publique, n'aimait vraiment pas le produit fini. Avec le temps, apparemment, son point de vue s'est adouci, mais c'est peut-être juste parce que, comme il l'a dit au magazine Variety en 2014, c'est devenu un classique, donc je reçois encore de l'argent pour la composition. J'ai un chèque chaque année. C'est pas l'amour fou quoi, mais ça fait des thunes. Je comprends en vrai. Donc même si la musique minimaliste et répétitive de Glass est un des thèmes les plus cultes du cinéma d'horreur, et surtout un thème qui se démarque profondément des compositions d'horreur plus classiques, son compositeur lui-même n'a pas apprécié son utilisation, et clama au fil des ans s'être fait manipuler par cette production. Mais Candyman, c'est plus qu'un croque-mitaine aussi tragique que sensuel, plus qu'une héroïne au développement marquant, plus qu'une musique entêtante. Candyman, c'est comme je l'ai suggéré plus tôt, une métaphore sociale. D'abord par une représentation de la ville magnifiquement bien construite. Alors c'est très simple, vous pouvez retrouver 3 formes géométriques dans le paysage urbain de Candyman. Oui, j'espère que vous avez votre bac moyenne section plus 4 avec mention, sinon vous serez paumé. D'abord le cercle, présent dans l'université de Chicago et qui va représenter un milieu de savoir mais aussi d'aisance sociale. Le cercle c'est un lieu à la fois fermé et réconfortant. Ensuite, le rectangle, qui forme tout le quartier de Cabrini Green, qui s'oppose directement au cercle. Ces formes massives qui s'empilent sont oppressantes par nature, elles étouffent. C'est la représentation d'une population qui s'entasse et qui est dans une impasse. Plus personnellement, j'associe vraiment la forme à 2 choses, la communauté et la peur ambiante qui l'habite. Bon, ça pour le coup c'est plus personnel, hein, je comprends si on me suit pas. Et enfin, la ligne droite qui est très simplement représentée par le pont qui relie le monde d'Hélène et le monde de Cabrini Green, le monde de Candyman finalement. Pont qui est présent dans le générique d'ouverture, dans le premier acte pour le premier voyage d'Hélène et Bernadette vers Cabrini Green qui hésite même à le traverser, mais aussi au début du 3e acte lorsqu'Hélène décide d'aller voir une dernière fois le Candyman. Donc ne pensez surtout pas que ce pont est anodin. Certains penseront peut-être que c'est exagéré comme interprétation, je sais pas, mais l'architecture est tellement mise en avant dans le film que je ne pense vraiment pas que tout ça puisse être mis sur le dos de la coïncidence.
Et puis c'est mon analyse, hein. Je dis ce que je veux d'abord. Avec ces géométries, vous aurez sûrement compris que le film met en opposition deux milieux sociaux. Un milieu académique, intellectuel, aisé, pompeux et élitiste, et un milieu en difficulté, pauvre, violent, oublié, communautaire. On a plusieurs personnages qui représentent, disons, plusieurs échelons de cette société. D'abord le mari qui est prof à l'université de Chicago et ses potes académiques qui... se prennent pas pour de la merde, hein, c'est pas très dur à comprendre, il s'agit de mecs blancs dans un milieu aisé, pour eux tout roule quoi. Mon dieu qu'ils sont insupportables. Ensuite on a Hélène qui est une femme blanche dans un milieu aisé et qui déjà s'en prend un peu plus dans la tronche à cause de ça, hein, et qui bien sûr va devoir prouver qu'elle est capable de faire le même taf qu'un mec. Il y a aussi Bernadette, qui est un personnage qui n'est pas vraiment développé malheureusement. On aurait pu flouter le message social du film justement en montrant que Bernadette se retrouve face à des problèmes qu'Hélène n'a pas. Mais il y avait visiblement pas le temps dans le film, donc c'est dommage. Après ça, on trouve le personnage de Anne-Marie McCoy qui essaye tant bien que mal d'élever son fils avec les morales auxquelles elle croit dans un milieu comme Cabrini Green, et qui représente, comme elle le dit elle-même, la majorité silencieuse de cette communauté qui vit dans la peur. Et enfin, on a Candyman lui-même, qui a une histoire très marquée par l'échelle sociale. Fils d'un ancien esclave, homme noir ayant grandi dans la haute société, mais puni cruellement par cette même haute société dès qu'il ose tomber amoureux d'une fille blanche. Vous l'aurez compris, le film essaye de nous montrer plusieurs situations, plusieurs points de vue, et tente notamment de montrer l'absurdité de certaines idées reçues avec le personnage d'Anne-Marie, qui donne sa première leçon à Hélène pendant le film. Certains ont critiqué le film à sa sortie puisqu'il dépeignait un croque-mitaine noir, mais comme le dit Bernard Rose, je ne comprends pas pourquoi un noir ne pourrait pas jouer Freddy Krueger, Michael Myers, Leatherface ou n'importe quel autre monstre du cinéma d'horreur. J'interprète le film comme une allégorie des difficultés d'intégration des minorités, plus spécifiquement afro-américaines, aux États-Unis, mais aussi les découvertes que fait une femme qui se sent rabaissée, et qu'il est, hein, qu'on soit bien clair, lorsqu'elle comprend que malgré ça, elle est très loin des injustices que vit une trop grande partie de la population. Candyman, c'est un film profondément social, qui utilise le genre de l'horreur pour souligner son message. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est que même si vous décidez de totalement zapper ce message, si votre kiff c'est une belle photographie, une histoire prenante, ou même juste une bonne petite trouille sous votre plaid, le film fonctionne quand même, pas besoin de se prendre la tête. Vous pouvez vous poser et apprécier. Sous couvert d'un film d'horreur au croque-mitaine à la main remplacé par un crochet qui viendra vous éventrer devant votre miroir si vous osez l'appeler, Candyman parle très clairement de l'échelle sociale et ses barrières qui existaient dans les années 90, certes, mais soyons honnêtes, le message est toujours d'actualité. Entre chaque personnage qui nous est présenté, on peut former une silhouette de chaque cas de figure. Les mauvais côtés, mais aussi les bons côtés de chaque milieu. Le milieu aisé offre une sécurité certes, mais avec elle se retrouve une condescendance générale et des barrières qui pour certains seront infranchissables. Quant au milieu en difficulté, il est empreint d'une peur générale, constante, mais également d'un sens de la communauté très marqué. Bien sûr, ce n'est qu'un film, tous les cas de figure n'étaient pas montrables. Mais j'ai la sensation que la tentative de Bernard Rose d'utiliser une histoire de croque-mitaine pour forcer les gens à voir les injustices flagrantes qui avaient lieu dans son pays à cette époque est tout à fait réussie. Le film a ses défauts, hein, il est loin d'être parfait, il est plutôt lent, certains points de fonctionnement du Candyman ne sont pas clairs, et quelques personnages tombent dans le cliché, je pense notamment à certains habitants de Cabrini Green, mais aussi au mari d'Hélène et ses potes par exemple. Mais en 1h30, avec une accroche qui plaira aux fans d'horreur comme à ceux qui n'aiment pas forcément avoir les jetons, des personnages intéressants et bien interprétés, une photographie léchée et une ambiance hypnotique, une musique entêtante et un message plus qu'important, Candyman me convainc à chaque visionnage. C'est rare que j'apprécie de revoir un film. D'ailleurs, dès que ça arrive, j'achète le DVD ou le Blu-ray du film, puisque c'est ma petite preuve personnelle qu'il a touché dans le mille, et du coup, j'ai pas tant de films que ça en fait. Mais Candyman est un des rares films que je revois régulièrement et que j'aime toujours autant. C'est pour ça que je voulais vous en parler pour Halloween. Je voulais vous partager ce que je vais certainement re-regarder encore une fois ce soir. J'ai une petite liste de films chouchous pour Halloween, vous en faites pas, j'aurai encore de quoi vous monologuer dans les oreilles l'année prochaine. Allez, faut que je travaille mes caries moi. Foncez, 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 allez le voir, il est génial, j'adore Candyman. Les suites sont assez inégal, il y a du bon et du mauvais, mais le meilleur de la trilogie reste quand même le premier, on va pas se mentir. Et je suis parfaitement au courant qu'il y a un nouveau film Candyman qui va sortir, qui devait d'ailleurs sortir en 2020 mais qui a été décalé, parce que c'est une année de merde. Et apparemment ce serait la suite directe de ce premier film. Si j'ai bien compris, on suivrait... Je sais pas si c'est Anne-Marie McCoy ou son fils, mais en tout cas c'est la famille McCoy, de ce que j'ai saisi. Et le truc le plus intéressant finalement de ce projet, c'est que Tony Todd est au générique. C'est pas totalement officiellement dit qu'il jouera Candyman, mais bon, j'espère quand même qu'il jouera Candyman, que ce sera pas juste un caméo de merde. Comme d'habitude, abonnez-vous, partagez, tout ça. Ciao!